C'est une belle journée pour une promenade en bateau dans les marais. S'il n'y avait pas ces moustiques, la journée serait parfaite. Mais pour une raison inconnue, les moustiques continuent de grossir à mesure que tu t'enfonces dans le marécage. Au départ, ce n'étaient que de minuscules insectes, presque invisibles, et ils peuvent maintenant avoir la taille de ton pouce. Tu peux entendre leur bourdonnement lorsqu'ils passent devant toi. Tu t'enfonces plus profondément pour chercher à savoir pourquoi ils sont si gros. Finalement, tu vois un grand essaim de moustiques, de la taille de ta main, qui bourdonne. Ils te remarquent et commencent à voler vers toi. Tu attrapes une branche et tu commences à fouetter l'air pour les écraser. Tu cours jusqu'à ton bateau et essayes de t'échapper, mais ils te suivent et certains parviennent à se poser sur toi. Tu les écrases, mais d'autres de la taille de ballons de basket sortent de nulle part. Tu démarres ton bateau et tu retournes à toute vitesse sur la terre ferme. En arrivant, tu vois tout le monde s'enfuir en courant, en panique, à cause des moustiques géants. Certains d'entre eux sont aussi massifs que de gros chiens. Les gens se réfugient sous les tables de pique-nique, tandis que d'autres courent jusqu'à leur voiture et démarrent en trombe. Tu descends de ton bateau et cours vers le supermarché le plus proche, en même temps que des dizaines de personnes. Les employés verrouillent les portes, mais à travers les grandes baies vitrées, tu peux voir les moustiques qui se multiplient. Ils sont de plus en plus gros, il y en a même un aussi gros qu'une voiture, qui passe en trombe. Il est si lourd qu'il a atterri sur une voiture vide et l'a écrasé. Les gens se tassent au fond du magasin. Tu essayes de calmer tout le monde et leur dis de ne pas faire de bruit. Les moustiques se posent sur la baie vitrée et bloquent la lumière naturelle. Il commence à faire sombre à l'intérieur. Quelqu'un augmente le volume de la télévision pour diffuser les dernières nouvelles. Les moustiques se déchaînent sur tout le continent, détruisant les ressources naturelles et envahissant les villes. Les gens sont invités à rester à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. Les moustiques remarquent qu'il y a des gens dans le magasin. Alors ils essayent d'entrer de force. Un moustique de la taille d'une voiture vrombit dans le ciel, inconscient de ce qui se passe en bas. Tout le monde entend du bruit provenant de l'arrière-boutique. Les employés se rendent compte qu'ils n'ont pas verrouillé la porte. Un gros moustique entre et renverse tout. Tout le monde court dans tous les sens, paniqué, en lui jetant des objets au hasard. Certaines personnes prennent un extincteur et l'aspergent jusqu'à ce qu'il s'envole vers l'arrière-boutique. Les employés verrouillent la porte et la barricade pour que rien ne puisse plus entrer. Tout le monde attend nerveusement. La télévision diffuse un reportage en direct sur les moustiques géants qui volent partout. Un hélicoptère est obligé d'atterrir car les moustiques volent furieusement dans le ciel. Tout le monde frissonne en entendant le bruit d'autres moustiques qui bourdonnent près de la porte arrière. Les heures passent et d'autres moustiques arrivent sans cesse. Il n'y a personne dehors. Et une grande partie de l'aménagement urbain et du parc est détruite ou envahie par les insectes géants. Certaines personnes grignotent ce qu'elles peuvent tandis que d'autres dorment. Un bulletin spécial interrompt le reportage et montre qu'il y aurait des bus blindés prêts à embarquer les gens près de l'aire de pique-nique sur l'autoroute. Ces bus ne se rendront pas au point chaud du centre-ville, car ce serait trop dangereux. Le seul moyen de monter à bord est d'être sur l'autoroute dans 2 heures. Tout le monde essaye d'appeler ses proches, mais les tours de téléphonie cellulaire ont été détruites et personne ne peut plus appeler personne. Le moustique qui s'est introduit il y a un moment a détruit la seule ligne fixe qui était présente. Les gens se disputent pour savoir s'ils doivent rester ou partir. D'autres insectes recouvrent les seules zones claires du ciel jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Les gens se divisent en 2 groupes, ceux qui veulent partir pour prendre le bus et ceux qui veulent rester. Les employés connaissent un chemin de traverse qui peut rapidement mener à l'autoroute. Le seul problème est que cela prendra environ 20 minutes à pied, car il n'y a plus de voitures en état de marche. Le chemin est délicat. D'abord, il faudra s'échapper par l'entrée principale et se diriger vers la forêt, derrière les bennes à ordures. Là-bas, il faudra entrer dans un bâtiment, puis descendre dans les égouts, ce qui mènera au lac à côté de l'autoroute. Le premier groupe décide de partir. Il prépare des provisions en vue de l'évasion. Chaque seconde, de nouveaux moustiques arrivent, obscurcissant le ciel. Les gens s'équipent de tout ce qu'ils peuvent trouver pour se protéger. Les moustiques sont attirés par le dioxyde de carbone que les gens expirent et ils savent qu'il y a une source provenant du magasin. Une fois que tout le monde est prêt, les membres de l'expédition prennent des torches de fortune et les allument. Ils ajoutent un peu d'alcool à brûler pour entretenir le feu. Tu fais partie du groupe qui prévoit de s'échapper. Les portes s'ouvrent et tout le monde s'enfuit derrière la benne à ordures. De nombreux moustiques tentent de vous attaquer, mais la fumée du feu les repousse. Chaque seconde, de nouveaux moustiques envahissent le ciel et les environs. De nombreuses personnes finissent par rentrer en courant dans le magasin, car elles n'ont pas pu passer la benne à ordures pour atteindre l'autre bâtiment.
Finalement, le reste du groupe, toi y compris, courait vers le bâtiment, mais il est verrouillé et personne ne peut enfoncer la porte. Le plan B consiste à casser une fenêtre et à ramper à l'intérieur. Tu attrapes une pierre et brises la fenêtre la plus proche. Le seul problème est que les moustiques peuvent vous suivre à l'intérieur. Alors, sans aucune autre option, vous courez jusqu'au sous-sol du bâtiment pour trouver l'entrée des égouts. Ouf, tu l'as trouvé et tout le monde descend. Pas de moustiques en vue, seulement des rats. Vous vous enfoncez dans l'eau des égouts jusqu'aux genoux, mais vous devriez atteindre la rivière en quelques minutes. Le problème, c'est que l'égout ne mène pas vers le lac, mais quelque part au fond des canalisations. Vous le suivez quand même jusqu'à ce que vous voyiez ce qui ressemble à une sortie. Vous sortez donc et vous vous retrouvez près d'un collecteur où toutes les eaux rejetées mènent à côté du marais. Le seul problème est que vous n'êtes plus à côté de l'autoroute et que le temps presse. De nouveaux moustiques envahissent les airs, mais ils ne prennent pas vraiment la peine de s'intéresser à vous. Tu remarques des créatures de la taille de chats qui flottent sur l'eau. Ce sont des bébés moustiques ou des larves et ils viennent vers vous. Toi et tous les autres nagez pour sauver votre vie jusqu'à la rive. Le moustique géant alpha s'envole dans les airs et plonge en piqué pour essayer d'attraper quelqu'un, mais il le rate. Tout le monde arrive à l'épaisse zone marécageuse où aucun moustique géant ne peut pénétrer. Vous vous couvrez de branches pour vous protéger. Il reste 15 minutes avant l'arrivée du bus blindé. Puisque les moustiques ne peuvent pas entrer, ce sera le meilleur endroit pour se cacher en attendant. L'obscurité tombe et toujours pas de bus. Cela fait 3 heures et rien. Les moustiques bourdonnent toujours et tout le monde se sent mal à l'aise sous les buissons épais. Au bout d'un moment, vous entendez un moteur et voyez des lumières clignoter sur l'autoroute. Tout le monde se lève et court vers le bus. Mais tu les arrêtes pour ne pas attirer l'attention des moustiques. Tu te portes volontaire pour te faufiler et arrêter le bus. Puis tous les autres pourront suivre sans trop attirer l'attention. Tu déplaces quelques branches, enjambes quelques écorces d'arbres et rampes jusqu'à l'autoroute. Tu essayes de retenir ta respiration pour ne pas faire trop de bruit. Tu atteins le bord de la route et agites les bras pour arrêter le bus. Il s'arrête et la porte s'ouvre. Tu fais signe au reste des gens de venir et ils te rejoignent. Tout le monde est à l'intérieur et en sécurité. Tu es assis dans ta voiture sur le parking d'un centre commercial. Tu viens d'acheter un cadeau pour l'anniversaire de ta sœur et tu devrais avoir le temps de la porter à sa fête. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans le centre commercial. Il est donc très difficile de sortir du parking. Finalement, tu t'approches de la sortie. Tu appuies sur le bouton situé à côté du volant qui active le coussin antigravité. Il fait décoller ta voiture à plusieurs centimètres au-dessus du sol. Les roues glissent à l'intérieur de la carrosserie et une énorme turbine sort du coffre. Le pare-brise devient un panneau tactile avec de nombreuses touches et écrans. Le portail s'ouvre, la turbine libère une flamme et ta voiture s'envole du parking directement dans l'espace. Des milliers de voitures volantes passent à toute allure devant toi, sur une autoroute spatiale invisible. Tu t'éloignes du centre commercial qui ressemble à une immense station spatiale entourée d'hologrammes publicitaires. Avant d'aller sur Terre, tu dois passer sur Mars pour réparer ton moteur. Ton GPS te donne un itinéraire et tu poursuis ta route. Tu es loin de l'orbite terrestre, donc tu peux atteindre Mars en quelques heures. Tu actives le pilote automatique et décides de faire une petite sieste. Nous sommes en 2048. La population mondiale a dépassé les 20 milliards d'habitants. Il y a trop peu d'espace sur Terre. L'humanité n'est pas encore prête à coloniser d'autres planètes, alors les scientifiques et les ingénieurs du monde entier ont commencé à construire d'énormes stations spatiales. Cela décharge la planète de 50% de sa population. Les stations ressemblent à d'énormes anneaux. Elles imitent l'atmosphère de la Terre, ont une gravité artificielle et de la végétation. Les gens naviguent sans cesse entre ces stations et la Terre. Des fusées assurent les transferts, mais c'est coûteux et peu pratique. Les constructeurs automobiles ont donc créé des voitures volantes super réactives. Quelques années plus tard, les humains ont lentement colonisé la Lune et Mars. Désormais, se rendre sur la planète rouge est aussi facile que d'aller dans la ville voisine. Les voitures suivent certaines routes qui sont similaires aux voies aériennes utilisées par les avions. Les ingénieurs ont créé des autoroutes numériques qui ne peuvent être vues qu'à travers le pare-brise. Bien sûr, tu peux voler dans l'espace dans n'importe quelle direction. Mais si tu vas dans un centre commercial ou sur la Lune, tu dois suivre une route numérique. Tu te réveilles en approche de Mars. Presque personne ne vit ici,
à cause de l'atmosphère et des conditions météorologiques difficiles. Mais Mars possède le plus grand centre de service auto et le parc d'attractions le plus cool du système solaire. Pour s'y rendre, les gens doivent rester dans un embouteillage spatial pendant des heures. Ton tableau de bord indique que tu as des problèmes de turbine. Tu enfiles ta combinaison spatiale, prends un tournevis laser et sors de ta voiture. Tu es en apesanteur, tu voles jusqu'à la turbine et tu répares le problème avec le tournevis. Il y a des milliers de voitures autour de toi. Tu vois les gens bâiller, écouter de la musique et regarder des films. Tu remontes dans ton véhicule et avances lentement. Il arrive souvent que le moteur ou la turbine tombe en panne au milieu d'une autoroute spatiale. Lorsque cela se produit, ta voiture se met en mode urgence. Le tableau de bord envoie automatiquement un signal à l'équipe de réparation la plus proche. Tu n'as alors qu'à flotter dans l'espace et attendre que les mécaniciens arrivent et remorquent ta voiture jusqu'au garage le plus proche. Tu as assez d'oxygène à l'intérieur pour tenir quelques jours, mais si tu en manques, tu peux demander de l'aide sur Internet. Les gens qui passent par là s'arrêteront et partageront leurs réserves d'oxygène avec toi. Tu arrives enfin au garage. Les mécaniciens installent un nouveau moteur de Superjet sur ta voiture et réparent la turbine. Il ne te reste plus beaucoup de temps car tu as promis à ta sœur de ne pas être en retard. Tu remontes dans la voiture et quittes l'orbite martienne à toute vitesse. Le nouveau moteur tourne silencieusement et ne secoue pas ta voiture. Tu prends de la vitesse et voles le long d'une autoroute numérique presque vide. En chemin, tu croises de nombreux petits satellites diffusant des publicités holographiques. Heureusement, tu as un bloqueur de publicité. Tu l'actives et les bannières spatiales deviennent invisibles à travers ton pare-brise. Tu vois finalement apparaître un petit point bleu. C'est la Terre. Tu te souviens alors que tu devais nourrir ton chien. Tu quittes la route et voles jusqu'à la Lune. Tu y as une maison que tu as achetée à petit prix l'année dernière. On ne peut pas encore changer l'atmosphère de planètes entières, mais on peut y installer de petits dômes et les remplir d'oxygène. À l'intérieur de ton dôme, tu as fait construire une maison, une piscine et même un petit jardin. Avant, les gens allaient à la campagne pour s'éloigner de l'agitation de la ville. Aujourd'hui, tout le monde achète des maisons sur la Lune. Tu traverses le dôme, te poses sur la surface blanche et tu vas mettre de la nourriture dans la gamelle du chien. Ton appartement de l'anneau spatial est en pleine rénovation, alors tu vis temporairement sur la Lune avec ton chien. Tu peux voir d'autres voitures voler jusqu'au dôme voisin. Certaines sont des supercars de luxe avec un gros coussin antigravité et un moteur ultra réactif. Elles peuvent voler 10 fois plus vite que la vitesse du son et ont une intelligence artificielle qui peut parler au conducteur. Il y a aussi de vieilles voitures spatiales rouillées. Parfois, les gens fixent un moteur à réaction sur une voiture normale qu'ils recouvrent d'un alliage de cuivre, de fer et d'argent pour parcourir de longues distances dans le vide spatial. On peut également voir beaucoup de taxis dans l'espace. Parfois, se rendre sur la Lune est moins cher que de se rendre à l'autre bout d'une ville terrestre. Cela s'explique par les embouteillages sur Terre. Il y a aussi beaucoup de bus volants dans l'espace. Chaque jour, plusieurs vols assurent la liaison Terre-Lune-Mars. Les gens construisent constamment quelque chose sur Mars. Les normes centres auto et le parc d'attractions sont terminés. À présent, ils y créent un centre scientifique pour étudier les sauts interstellaires. Bien entendu, les ingénieurs ont besoin de matériaux de construction pour de tels projets. Plusieurs fois par semaine, des trains volent de la Terre vers Mars en suivant une autre route. Au début, ils transportaient des personnes, mais ce n'est plus rentable. Il est beaucoup moins cher et plus rapide de se rendre sur Mars en bus ou avec sa propre voiture. Tu te promènes dans le parc avec ton adorable petit caniche. Tu lances la balle, l'animal court après et la ramène. Tu lances à nouveau et il court joyeusement. Puis, il s'arrête. Le caniche se fige, frissonne, puis se retourne et te regarde. Attrape-la, boule de neige. Mais il n'écoute pas. Alors tu t'approches de la balle, tu la ramasses et tu regardes le chien. Boule de neige te fixe d'un regard perçant. Tu lances la balle à côté de lui. Boule de neige, prends-la. Le chien pose sa patte sur la balle, puis secoue lentement la tête en signe de refus. Tu as un peu peur et tu regardes autour de toi. Tu remarques que d'autres personnes dans le parc ont également des problèmes avec leurs animaux de compagnie. Certains chiens aboient après leur maître, quelqu'un court dans tous les sens. Ton caniche te regarde comme si tu avais fait quelque chose de mal. Puis, il s'en va. Tu cours après Boule de Neige en lui demandant de revenir. Tu quittes le parc et tu te retrouves sur la route. Tu peux entendre des grincements de pneus à proximité.
plusieurs personnes courent dans ta direction. Ils sont effrayés. Tu essaies de leur demander ce qui s'est passé, mais après une seconde, tu comprends toi-même. Plusieurs éléphants, zèbres, lions et gorilles se déplacent sur la route. Ils sautent sur les voitures, démolissent les bouches d'incendie et font tomber les gens. Les éléphants hurlent à travers leurs trompes. Lorsqu'ils passent devant toi en courant, tu vois des pingouins assis sur le dos de ces énormes animaux. Tu n'oublies pas Boule de Neige et décides de retrouver ton chien. Tu te promènes dans les rues et tu rencontres d'autres personnes qui ont aussi perdu leur animal de compagnie. Tu reçois plein de messages sur ton téléphone. Tes amis te disent de regarder les infos. Tu vas sur Internet et tu vois que partout dans le monde, le comportement des animaux est devenu étrange. Tu vois un panda monter dans la voiture de quelqu'un et partir au volant. Une autre vidéo montre plusieurs loups qui font la queue au supermarché. Des chimpanzés sortent en courant d'un magasin avec des paquets de livres. Dans une autre vidéo, plusieurs phoques poussent un pêcheur hors de son bateau. 3 serveurs sont assis dans le coin d'un restaurant, tandis que des lions marchent autour d'eux et rugissent. L'un de ces animaux pose sa patte sur le menu et on dirait qu'il veut commander de la nourriture. Tu ne vois pas qu'une girafe se tient à côté de toi. Elle a baissé la tête et regarde aussi la vidéo sur ton téléphone. Tu hurles et tu t'enfuis. Tu t'approches de ta maison et tu vois Boule de Neige. Ton animal est entouré de plusieurs chats et chiens errants. On dirait qu'ils communiquent entre eux. Ils te voient et courent immédiatement dans différentes directions. Tu rentres dans la maison avec Boule de Neige. Tu prépares ton déjeuner et tu verses ses croquettes dans sa gamelle. Boule de Neige refuse de manger sa nourriture habituelle. Il pointe sa patte vers ton assiette, puis saute sur une chaise et attend que tu lui serves un repas normal. Tout cela est étrange, mais tu lui donnes ta nourriture et tu t'assieds à côté du chien. Après le déjeuner, celui-ci court dans le salon et s'assied près de l'armoire. Tu l'ouvres. Boule de Neige désigne la 2e étagère avec son nez. Il y a du papier blanc. Tu poses une feuille sur le sol. Boule de Neige saute sur la table et prend un stylo avec sa gueule. Le chien le tient entre ses dents et dessine quelque chose sur le papier. Après 5 minutes, tu regardes le dessin et tu réalises que c'est une inscription tordue et incompréhensible. Mais ça dit « À partir de maintenant, je comprends tout ». Tu regardes le caniche et il hoche la tête. À partir de ce moment, la vie de tous les habitants de la planète change. Ton animal n'est pas le seul à être devenu conscient. Tous les mammifères du monde sont désormais aussi intelligents que les humains. Les chiens ne se promènent plus dans les rues en laisse. De nombreux animaux domestiques s'enfuient de chez leur maître et ne reviennent jamais. D'autres restent dans des maisons et des appartements, mais sous certaines conditions. Tout animal domestique doit manger la même nourriture que son propriétaire, dormir sur un lit séparé, choisir les émissions de télévision à regarder et sortir quand il le souhaite. Des scientifiques du monde entier proposent aux animaux de passer des tests d'intelligence. Les zèbres jouent une mélodie célèbre avec leurs sabots. Les gorilles sont excellents en dessin et en écriture. Les taureaux dessinent des formes géométriques sur le sable avec leurs cornes. Dès que les gens se rendent compte que les animaux sont intelligents, ils décident de libérer tous les mammifères en captivité. Les cochons, les moutons, les vaches et les autres animaux de ferme s'échappent des élevages et des pâturages. Ils veulent être libres. Les produits à base de viande disparaissent de tous les magasins. La production de lait ralentit, car certaines vaches ne veulent pas le partager avec les humains. Les animaux sont libres, mais ce n'est pas suffisant. Ils veulent dire quelque chose d'important, mais ils ne peuvent pas le faire parce que leurs cordes vocales n'en sont pas capables. Pour résoudre ce problème, les scientifiques créent un collier qui lie l'activité cérébrale de l'animal et transforme ses pensées en mots. Les mammifères peuvent maintenant parler avec des voix de robots. 1 million d'animaux sauvages et domestiques sortent des forêts et de la jungle à travers le monde. Les reporters se rassemblent autour d'eux avec des caméras. Un lama avec un collier s'approche du micro. Il déclare que la planète n'appartient pas seulement aux hommes, mais aussi aux animaux. À partir de maintenant, il est interdit aux gens de nuire à la nature. S'ils violent l'accord, les animaux commenceront à prendre le contrôle des villes. Un acte de 500 pages est signé. Les termes de l'accord sont écrits en détail.
Certains animaux se déplacent vers les forêts et les jungles, mais d'autres mammifères veulent vivre dans un environnement urbain plus confortable. Plusieurs années passent. Les animaux et les hommes s'habituent à un nouveau mode de vie. Tous les mammifères qui vivent avec les humains portent désormais le collier vocal. Cela leur permet non seulement de communiquer avec les humains, mais aussi de devenir des membres. C'est la nuit. Une grosse tempête commence à faire rage. Tu vis dans une ville côtière et tu regardes la mer déchaînée par la fenêtre. Des éclairs zèbrent le ciel. D'énormes vagues s'écrasent contre le rivage et une averse transforme le sable en argile humide. Tu te dis qu'au matin, beaucoup de poissons vont être rejetés sur le rivage. Et tu vas te coucher. C'est un bruit étrange qui te réveille. C'est comme si des centaines de milliers de gens tapaient des mains près de ta fenêtre. Tu sors et tu vois une énorme foule de personnes debout au bord de la mer. Le bruit de claquement devient de plus en plus fort et sa source est des tonnes de poissons rejetés sur le rivage. Ils sont là depuis plusieurs heures, mais sont toujours en vie. Ils se débattent et frappent leur corps gluant contre le sable. Tu vois des carpes, des truites, des sardines et même d'énormes requins blancs. Ils sont pleins d'énergie et font claquer leurs grandes mâchoires dentées. D'une façon ou d'une autre, tous les poissons peuvent désormais respirer de l'air comme les humains. Tu aides les autres personnes à rejeter les poissons dans l'eau. Tu peux les voir s'éloigner dans les profondeurs de la mer, mais certains d'entre eux remontent et nagent près de la surface, profitant de l'air frais. Vous avez rejeté presque tous les poissons, sauf les requins. Une grue arrive. Elle soulève chacun des requins par la queue, un par un, puis transporte les poissons vers la mer et les laisse partir. Aux nouvelles, tu apprends effectivement que des poissons qui respirent de l'air ont été rejetés sur le rivage, et pas seulement dans ta ville. Les gens en trouvent sur les plages du monde entier. Des scientifiques et des chercheurs marins sont déjà partis en expédition en mer pour étudier ce phénomène unique. Plus tard dans la soirée, ils annoncent les résultats de leur étude. Désormais, chaque créature marine qui a des branchies peut aussi respirer grâce à des poumons nouvellement développés. Elle peut rester sur la terre ferme aussi longtemps qu'elle le souhaite. Elle a seulement besoin d'avoir de l'eau à boire, tout comme les autres créatures vivantes. Les poissons absorbent l'eau et la font passer par leurs branchies. Les branchies ont des récepteurs spéciaux qui extraient l'air de l'eau et l'envoient dans la circulation sanguine du poisson. De cette façon, leur corps reçoit les doses d'oxygène nécessaires à la vie. Ensuite, du dioxyde de carbone se forme, il entre dans le sang du poisson, passe ensuite par les branchies et est rejeté dans l'eau. La capacité à respirer par les branchies est restée inchangée. Mais l'anatomie de ces créatures est maintenant différente. Elles ont développé des poumons et des voies respiratoires. Lorsqu'un poisson est dans l'eau, il ferme cette voie et bloque l'accès aux poumons. De cette façon, l'eau n'y pénètre pas. Mais lorsque le poisson est à la surface, il ferme ses branchies et ouvre l'accès aux poumons par la bouche. Cette métamorphose étonnante n'apporte pas de changement significatif au monde, en tout cas pas encore. Les dauphins et les baleines ont toujours eu des poumons. L'air passe par leurs narines, qui sont situées sur le dessus de leur tête. Cette ouverture s'appelle l'évent. Les dauphins remontent à la surface, remplissent leurs poumons d'air et retournent sous l'eau pendant quelques minutes. Mais désormais, non seulement les dauphins, mais aussi toutes les autres créatures marines nagent près de la surface. Tu embarques sur un bateau pour faire une excursion en mer et tu vois ce phénomène choquant de tes propres yeux. Plus tu t'éloignes du rivage, plus tu remarques de poissons à la surface de l'eau. Ils sautent haut et replongent comme des dauphins. Ils semblent apprécier leur nouvelle aptitude. Il y en a tellement. Plusieurs dizaines de poissons sautent même sur ton embarcation. Tu les rejettes dans la mer. Tu vois un énorme aileron et tu éteins le moteur. Un requin nage à quelques centaines de mètres de toi. Il est à peu près de la taille de ton bateau. Heureusement, il est distrait par d'autres poissons et ne semble pas vouloir te prendre en chasse. Tu fais demi-tour et retournes près du rivage. Le crépuscule tombe. Tu peux voir les lumières de la ville. La mer est remplie de méduses lumineuses et de phytoplancton. À cause de cela, l'eau brille en bleu violacé. Tu es fasciné par ce spectacle et tu ne remarques pas que les lumières de la ville s'éteignent soudainement. Tu peux entendre les gens crier. Plus tu t'approches de la rive, plus les cris et les bruits de quelque chose qui s'effondre sont forts. Enfin, tu arrives à l'embarcadère, tu descends du bateau et tu découvres qu'une partie de la digue a été détruite. Les bateaux sont renversés, les lampadaires sont cassés, les fils électriques sont arrachés. Une longue traînée de liquide visqueux transparent mène de l'embarcadère à la ville. Tu glisses sur cette bave une ou deux fois. Les rues sont vides. Les voitures sont abandonnées. Les fenêtres des maisons sont cassées.
il y a des ordures partout et la route est aussi couverte de bave. Tu entends une sorte de bruit de succion provenant d'une ruelle sombre. Il s'approche de toi. Une petite pieuvre apparaît sur la route. Elle se déplace à la manière d'une araignée. À l'aide de ses tentacules, la créature grimpe sur une voiture, saute sur le mur et rampe. Après cette pieuvre, une autre sort. Plusieurs calamars la suivent. Certains d'entre eux rampent maladroitement vers toi. Tu fais un pas en arrière. De plus en plus de calamars et de pieuvres sortent de la ruelle sombre. Certains d'entre eux atteignent la taille d'une voiture. Tu vois un vélo couché sur le sol et tu montes dessus. Tu traverses des rues désertes avec une armée de pieuvres qui rampent derrière toi. Le sol commence à trembler sous les roues de ton vélo. Tu entends le rugissement assourdissant d'une bête inconnue. Tu regardes en arrière et regrettes immédiatement de l'avoir fait. Un énorme monstre de la taille d'un immeuble de 5 étages et semblable à un calamar brise le mur de la maison la plus proche d'un seul coup de son tentacule colossal. Cette créature est sortie du coin le plus sombre de la mer. Depuis que l'animal a une paire de poumons, il a hâte de prendre une bouffée d'air frais et pur. Ses instincts l'ont amené à la surface, où il a senti beaucoup de nourriture. Les lumières de la ville ont attiré l'attention du kraken. Avec ses énormes tentacules, il s'accroche au mur des bâtiments et à la route, et il te rattrape. Tu vois un tunnel droit devant toi. Tu pousses sur les pédales de ton vélo aussi fort que possible, et tu réussis à entrer à l'intérieur. Mais à ce moment-là, tu entends un bruit étrange dans ton dos. Le kraken, comme les pieuvres, n'a pas de squelette interne. Son corps est constitué de muscles. C'est pourquoi il peut se faufiler dans n'importe quel trou, comme un liquide. Le kraken te poursuit dans le tunnel comme un serpent avec des dizaines de queues. Mais sa vitesse ralentit. Tu accélères et sors du tunnel. Effrayé, tu pédales aussi vite que tu peux et atteins la ville la plus proche au matin. Là, tu rencontres tes voisins et apprends que des monstres marins sont apparus de manière inattendue dans les villes côtières du monde entier. Heureusement, ils ne restent pas longtemps sur la terre ferme. Ils vivent dans les profondeurs froides de l'océan depuis des années et leur peau ne supporte pas la lumière du soleil. À l'aube, les monstres retournent dans l'eau. Mais les requins et les autres créatures marines viennent de plus en plus souvent sur le rivage pour déjeuner.